La Chambre. Veuillez vous asseoir. Bien, messieurs les témoins, nous allons poursuivre nos débats avec la défense. La Chambre souhaiterait que autant vous avez eu à répondre aux questions posées par le procureur qu'au niveau aussi de la partie civile, il serait louable que vous puissiez aussi faire sens de compréhension et répondre de manière très précise et exacte aux questions que la défense serait amenée à vous poser. Parce que, comme j'ai eu à le répéter aux témoins qui vous ont dévancé, c'est qu'au niveau de cette procédure, chacun a un rôle à jouer pour que éclate la vérité. Donc je vous invite dans ce sens-là à pouvoir répondre aux questions qui vous seront posées. Si d'aventure il arrivait que vous n'êtes pas en mesure de répondre, simplement vous vous excusez, vous leur dites que vous ne pouvez pas répondre à la question. D'accord, Monsieur le Président. Et également répondre dans le micro. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, monsieur. Je suis Maître Mbaye Sène, commis pour la défense du président Hissène Habré. Je voudrais vous poser quelques questions, en commençant par celle-ci. En prenant connaissance de votre déposition faite à l'enquête préliminaire, à la cote donc D770, j'ai vu que, répondant à la question numéro 5, qui était ainsi libellée, à votre avis, quel était le but recherché par les auteurs de ces faits, c'est-à-dire de votre arrestation et de tout ce que vous avez vécu, vous avez répondu en disant que c'était la position exacte de mon cousin Hassan Sharafiddine, la chasse aux sorcières à tous les Agawa pour s'emparer des biens de ma famille. Est-ce que votre famille a été spoliée de ses biens? Oui. Il leur restait quand même 26 millions pour vous envoyer un traitement en Chine. Là, peut-être vous confondez, c'est-à-dire en 89 et en 92, c'est deux dates différentes. Et quand mes parents, ceux qui sont morts, ceux qui sont revenus d'ailleurs, et on a eu la peur que mes parents, ceux qui sont vivants, qui sont cotisés pour que je paye mes soins, mes soins. Alors, ces cotisations-là, est-ce que vous pouvez nous dire exactement qui et qui ont procédé à cette cotisation? Moi, je ne sais pas qui a fait quoi, qui a donné combien. C'est des parents qui se réunissent, parents africains. Quand quelqu'un est malade dans la famille, on cotise. Se réunit dans une maison ou ailleurs pour se réunir et cotiser ce qui s'est passé là. Moi, je suis qu'un petit, je suis là, on m'a cotisé et sont chargés à mon grand frère de s'occuper, garder en attendant c'est l'argent et que je voyage. Et d'autres sont désignés à notre grand frère pour qu'il me trouve le visa, prendre le contact avec la diplomatie chinoise et que je parte.
Aujourd'hui, si on vous demandait de rapporter la preuve du coût des soins dont vous avez bénéficié, que feriez-vous? À l'époque, je ne savais pas que je serais là aujourd'hui face à Hissène Habré pour donner un justificatif. À l'époque, je ne savais pas que j'aurais une possibilité de venir. Sinon, j'aurais demandé aux médecins chinois et autres pour réunir et garder mon billet d'avion. Mais je ne savais pas qu'on arriverait là. Dois-je comprendre que vous êtes à présent dans l'impossibilité de rapporter la preuve de vos allégations concernant le coût de votre traitement? Qu'attendez-vous par allégation, maître? Ce que vous avez déclaré. Ok. Je dis bien que je ne suis pas en mesure de remettre mes dépenses. Et il y a une différence entre allégation et la dépense, maître. Très bien. Si vous préférez, je parle des dépenses. C'est exactement les dépenses. Je continue. Est-ce que vous connaissez très bien la prison des locaux? Oui. Il y a combien de cellules dans cette prison? Le parti où je suis resté, je connais très bien. Et là, comme je vous ai expliqué, j'ai expliqué à d'autres partis que c'est divisé d'abord le parti gauche. Parti ma gauche, la porte où je suis rentré à ma gauche est partie par cellule A, B, C, D. Et l'autre partie, l'autre bâtiment, c'est collé au même bâtiment. Il y a une grande salle. Je crois à l'époque de la colonisation, c'est mes officiers de la police. C'est une grande salle où il y a un comptoir cassé et c'est réparti par chaîne. Ils ont mis des chaînes barbelées pour diviser en 4 mètres carrés, 5, 6 mètres carrés, ainsi de suite, c'est réparti. Vous connaissez bien la cellule C? Je ne suis pas rentré dans là-bas. Vous n'êtes pas rentré, mais vous savez, vous pouvez la localiser au sein de la prison des locaux? À l'époque, je n'ai pas cette possibilité d'aller vers le salle. C'est resté parce que nous n'avons pas de communication. Entre même là où ils sont divisés par le barbelé, on n'a pas le droit de communiquer avec nos voisins. Et vous avez vu la cellule C? Je ne l'ai pas vu, monsieur. C'est qu'il y en a à ma gauche. Je suis rentré dans le bâtiment à droite. Est-ce que dans cette prison des locaux, des véhicules peuvent aller jusqu'à la porte, jusqu'aux portes des cellules? Je ne parle pas de la porte de la prison, mais jusqu'aux portes des cellules. Un véhicule peut rouler jusqu'aux portes des cellules. Je n'ai pas vu, je ne sais pas. Vous étiez dans une cellule au moins? J'ai dit j'étais dans le grand bâtiment réparti, oui. Divisé en chaînes. Je n'ai pas dit dans le cellule. Il y a une différence entre grande salle ou divisé par barbelé. Je vous ai dit, on nous a fait descendre un peu à une distance, je ne sais pas le nombre de mètres, par le véhicule conduit à l'époque par Toloba. Et on s'est rappelé, nous tous les prisonniers, on sait que c'est 1242 AP. Oui, mais moi, ce que je voulais savoir, même si vous étiez dans le grand bâtiment, compte tenu du temps que vous avez passé dans cette prison des locaux, est-ce qu'il vous est arrivé, même si c'est une seule fois, de voir cette prison, de voir les cellules, ne serait-ce que leur emplacement, leur configuration géographique? Où se trouve la cellule A? Où se trouve la cellule B? Est-ce dans un couloir? Ou est-ce dans la grande cour? C'est ça la question que je suis en train de poser. Oui, monsieur. Mais je vous ai dit, répétez que je ne suis pas parti en touriste ou en amical pour partir. Je suis prisonnier. Je n'aurai aucun cas la possibilité d'aller dans le chambre où visiter ou le compter. Monsieur Souleymane, aidez-nous un peu, ce n'est pas une question de tourisme. Évidemment, vous pouvez, si vous le voulez bien, ne pas répondre à la question. Mais vous vivez dans une prison, il vous arrive de sortir dans la cour, il vous arrive de vous promener même dans la cour. Si les cellules sont visibles
vous savez si un véhicule peut rouler dans la prison jusqu'à arriver à la porte d'une cellule? Vous le savez. Maintenant, si vous voulez ne pas répondre aussi, je vous le concéderai. Mais dites-moi, est-ce que, d'après la connaissance que vous avez de cette prison, vous avez vu la cour, vous connaissez la situation des cellules, est-ce qu'un véhicule peut rouler jusqu'à aller au niveau des portes des cellules? Pour vous répondre exactement à votre question, d'abord, il n'y a pas de véhicule où vous pouvez aller avec voiture. On est en train de vous dire, je suis en train de vous dire, c'est la prison. Moi, on m'a descendu ailleurs, environ quelques mètres, et je suis parti dans le grand bâtiment. C'est collé, la partie où il y a le cellule, et je n'ai pas liberté d'aller et revenir comme vous pensez. Et on est fermé dans cette grande cellule divisée en barbelés. Sauf qu'on nous ouvre seulement le matin, parfois, on est obligé de faire sortir le déchet, le truc qu'on a chié la nuit ou la journée, qu'on les fait sortir dehors par certains prisonniers. Mais je n'ai pas la possibilité, le pouvoir d'aller se promener, je suis prisonnier. Juste au niveau des barbelés, je reste là-bas, je n'ai pas la possibilité d'aller. Voilà pour vous dire que je suis dans l'impossibilité de vous répondre en ce qui concerne. Est-ce que le véhicule va s'égarer là parce que je n'ai pas vu? Est-ce que j'ai le cellule B ou C? Parce que je n'ai pas la possibilité, je suis prisonnier et mis dans un côté où il y a des gardiens sont là, on m'a mis là où il y a le barbelé. Je ne suis pas libre de mon mouvement, c'est-à-dire, je suis libre de mon mouvement, je saurai est-ce que telle ou telle chambre, je vais compter vous répondre. Mais là, je suis dans l'impossibilité de vous répondre. Alors, une dernière question sur la configuration, puisque c'est vous-même qui avez dit ici que c'était des cellules d'un côté comme de l'autre, en indiquant même leur dénomination A, B, C, D, ainsi de suite. Est-ce que ces cellules-là étaient disposées autour d'un couloir de part et d'autre? Oui, quand on rentre dans le bâtiment, d'abord, il y a un portail. Quand vous accédez, nous, on nous a amené vers droite et l'autre côté gauche, il y a un petit mur un peu court. Ça se voit, les cellules A, B et C. Très bien. Et ce couloir-là, il doit être de quelle dimension à peu près? Je n'ai pas mesuré. Vous n'avez pas mesuré, mais approximativement, si vous le voyez, parce que ça, c'est des moments de votre vie que vous ne pouvez pas oublier, vous pouvez savoir si ce couloir est large, s'il n'est pas large, il est à peu près d'1,50 m, de 2 mètres, ainsi de suite, vous pouvez savoir. Comme je n'étais pas à l'intérieur de ces cellules, je ne sais pas, mais le bâtiment, c'est un grand bâtiment, c'est long. D'accord. Un bâtiment environ 40-50 mètres de longueur. Alors, est-ce que dans ce couloir-là que vous avez vu, et que vous avez décrit tout à l'heure, il peut arriver qu'un véhicule roule dans le couloir? Est-ce que ça, c'est possible? Non. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas un accès pour le véhicule. Très bien, parce qu'on nous a déclaré ici hier qu'une cellule C remplie de prisonniers ne pouvait pas fermer et que c'est une Toyota qui est venue, qui a roulé et qui a poussé la porte pour se fermer. Vous qui avez vécu dans cette prison, vous confirmez que ce n'est pas possible qu'un véhicule accède à ce couloir. Je vous remercie. Alors, je continue. Vous avez été en prison. Vous avez été victime de toutes les exactions que vous avez décrites ici. À votre sortie de prison, vous avez même été envoyé jusqu'en Chine, ensuite au Cameroun pour vous soigner. Est-ce que l'idée vous a effleuré de porter plainte contre les auteurs des exactions que vous avez subies? Avant cette procédure, bien évidemment. Mon grand frère a déjà fait. Moi, je fais à Belgique et ici. En 1998, mon grand frère avait déposé plainte, ceux qui nous ont arrêtés, c'est-à-dire Mohamed Djibril et autres. Et en quelle année? En 1998. En 1998. Au tribunal du N'Djamena. Au tribunal de N'Djamena. Et vous, c'est à l'occasion de cette procédure seulement que vous avez déposé plainte? Pourquoi avant? Pourquoi pas avant? Pourquoi pas avant au niveau des juridictions ordinaires de N'Djamena? Je vous ai dit que mon grand frère avait déjà fait à ma place.
à votre place. Oui. Et Lui quel et est moi. le sort qui a été réservé à cette plainte? Je n'ai pas cherché à savoir après. Vous n'avez pas cherché. Ça ne vous intéressait pas, Ça m'intéresse. puisque ça vous concernait? Ça Et m'intéresse. pourquoi alors n'avez-vous pas cherché à savoir le sort qui en a été réservé? Je ne sais pas. Vous ne savez pas, merci. Je continue. À présent que vous êtes commissaire divisionnaire, directeur adjoint de la police judiciaire et actuellement directeur adjoint des renseignements généraux, Exact. à partir de ce que vous savez de la sécurité en général et de la sécurité en particulier dans les prisons, est-ce qu'il pouvait arriver que des détenus soient possesseurs de cornes dans les cellules en détention? Des cornes. Reposez votre question. De par la connaissance que vous avez de la sécurité en général et de la sécurité dans les prisons en particulier, compte tenu des fonctions que vous avez exercées et que vous exercez encore à présent, est-ce que pour des raisons de sécurité, il peut être permis à un détenu dans une cellule avec une telle surpopulation de garder devers lui un objet contondant de la classe des cornes, cornes de bœuf? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Mais aujourd'hui, vous exercez des fonctions de sécurité. Oui, mais je ne m'occupe pas des prisonniers. Oui, mais C'est la maison d'arrêt qui s'occupe. Les temps sont différents, monsieur. d'accord. Mais la sécurité, vous savez, est-ce que dans une prison, dans une cellule surpeuplée, dans un pays en temps de guerre, il peut être autorisé à des détenus, des prisonniers, de détenir de tels objets dans les cellules? Ça, c'est une question que je vous pose. Vous ne pouvez pas ne pas le savoir. Si vous ne voulez pas répondre, vous pouvez le dire. Je vous ai dit que je m'en charge par les prisonniers et je ne sais pas. Très bien. On continue. Alors, vous êtes chef des renseignements généraux. Vous savez ce que c'est que l'atteinte à la sûreté de l'État? Vous savez également ce que c'est que l'atteinte à la sécurité publique? Lorsque vous apprenez, par un moyen ou par un autre, qu'il y a des réunions séditieuses qui sont en train de se passer dans la ville, certainement pour attenter à la sécurité de l'État, que faites-vous? Maître, j'allais vous répondre ainsi. Permettez-moi de vous dire qu'actuellement, au mois de fait, je suis mineur. C'est l'après-prison que je suis devenu policier. Et là où le poste que j'occupe, si c'est le cas que je suis actuellement, on est en train de juger le régime actuel, je répondrai à cette question et le moment venu, je serai face à mes responsabilités de directeur de renseignement généraux ou de la police judiciaire. Sinon, je n'ai pas à répondre à votre question. Merci. Je ne suis pas en train de vous donner un cas particulier qui s'est produit, que ce soit sous le régime du président Abré ou alors sous celui du président Idriss Déby. Je suis en train simplement de faire appel à vos connaissances en tant que directeur de la police judiciaire et en tant également que directeur adjoint des renseignements généraux. Si le cas que j'ai décrit se produit, vous, officier de police judiciaire, officier des renseignements généraux, qu'est-ce que vous faites? Si vous ne pouvez pas répondre ou si vous me le dites, je me satisferai de cette réponse. Premièrement, le système judiciaire actuel et celle de lycée Abré ne sont pas les mêmes. Et les prisonniers que vous faites la confession, vous parlez, et je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer les prisonniers tels ou tels dans l'exercice de mes fonctions, qui me permettra de répondre à votre question parce que actuellement chez nous, moi depuis 1997 jusqu'à 2015, j'étais toujours resté au PJ, au Sud de police judiciaire, dont je gère
par rapport au droit commun, quand quelqu'un on arrête, on le notifie son PV d'arrestation, on notifie le motif d'arrestation et on défère en accord avec la procureure de la République, on défère devant le parquet, quitte à parquet et d'envoyer à la maison d'arrêt. Monsieur Suleiman, je ne vous parle plus de prisonniers. Je ne parle pas non plus du système au moment du régime du président Abré, encore moins de celui du président Déby. Je vous parle de vos fonctions, vous, qui êtes devenu directeur adjoint des renseignements généraux. C'est de ça que je parle. Et je vous dis, si vous tombez sur un renseignement selon lequel des réunions séditieuses tendant à compromettre la sûreté de l'État sont en train de se produire, que faites-vous? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Alors, Monsieur le Président, c'est avec cette réponse que s'achève mon interrogatoire, parce que manifestement, la partie civile ne coopérera pas. Je vous remercie. Monsieur le Président, messieurs de la Chambre, bonjour. Bonjour, Monsieur Suleiman. Bonjour, monsieur. Vous aviez 14 ans, 5 mois et 5 jours lorsque vous fûtes arrêté par la DDS. C'est bien ça? Exact. À 14 ans, 5 mois, 5 jours, vous vous considérez comme un enfant ou comme un adolescent? Adolescent. Adolescent. Donc c'est que vous faites une différence entre l'enfant et l'adolescent, je suppose. Oui. Très bien. J'ai cru comprendre, lorsque vous faisiez votre déposition à la barre de la Chambre africaine extraordinaire, j'ai cru comprendre que vous étiez juriste de formation. C'est bien ça ou je me trompe? Vous êtes licencié en droit, c'est ça? Exact. Très bien. Vous avez obtenu une licence à où ça exactement, en droit? Dans quelle université ou dans quelle faculté? Je passe, je ne réponds pas. Pardon? Je passe, je ne réponds pas à cette question. Ça n'a rien à voir avec ce que je suis ici. D'accord. Mais votre réponse me satisfait et je pense que la Chambre en tirera toutes les conséquences. Vous la trouvez incommodante? Incongrue? C'est vous qui en avez parlé, hein, de votre formation. Ce n'est pas moi, donc c'est pour ça que je vous pose la question. Très bien, je passe. Ma formation, ça n'a rien à voir avec ce que je suis ici, parce que je suis victime que je suis ici. D'accord. Prenons ma déclaration et dire... donc vous estimez que le fait que je vous pose la question de savoir dans quelle faculté ou dans quelle université vous avez obtenu votre licence en droit, vous estimez que cette question, donc, vous ne pouvez pas y répondre? Parce qu'au moment de mon arrestation, je ne suis pas licencié, monsieur. Pardon? Au moment d'arrestation par votre client, je ne suis pas licencié à l'époque. Alors, vous qui êtes juriste, je vais vous expliquer que Monsieur le Président Hissène Habré n'est pas mon client. C'est un accusé. Et que, en ce qui me concerne, j'ai été mandaté par la Chambre pour assurer sa défense. C'est une nuance très importante puisque vous êtes juriste et je me dois de vous la préciser. D'accord? Alors je retire mes mots. Vous êtes le client de votre avocat. Exact. Voilà, très bien. Vous êtes né à Iriba? Oui. D'accord. Le 5 avril 1975? Exact. D'accord. Donc votre naissance a été transcrite dans les livres de l'état civil de la ville d'Iriba, c'est ça? Oui. D'accord. Vous êtes actuellement fonctionnaire de l'État tchadien? Oui.
D'accord. J'ai cru comprendre que vous étiez également directeur adjoint au service de renseignement ou des renseignements généraux. C'est bien ça? Oui, le renseignement généraux fait partie de l'État tchadien, oui. D'accord. Vous êtes directeur adjoint des renseignements généraux. Oui. Quel est votre ministère de tutelle? Comme toute autre direction des renseignements généraux, dépend du ministère de la Sécurité et de l'Intérieur. D'accord. Donc c'est un même ministère qui a été fusionné, c'est bien ça? Là, je ne sais pas. C'est le ministère de la Sécurité publique et de l'Intérieur, c'est bien ça? Oui. D'accord. Qui est votre chef hiérarchique direct? Direct. Le directeur général de la police nationale. D'accord. Le directeur général De la police nationale. de la police nationale? C'est pas le directeur des renseignements généraux? Votre chef direct? Et à son absence, c'est mon directeur. Non, pas en cas directement, d'absence. oui. Directement, votre Oui, supérieur oui. hiérarchique direct. Oui, le directeur. Vous êtes juriste, vous savez ce que... Oui. D'accord. Et lui-même relève de l'autorité de qui? De DG. Du directeur général De la police nationale. de la police nationale, et lequel relève de l'autorité directe de qui? Du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité. D'accord, et de l'Intérieur, très bien. Dites-moi, vous êtes, c'est vous qui le dites, hein? Voulez-vous nous confirmer si vous êtes bien d'ethnie Zagawa? Oui. D'accord. Votre supérieur hiérarchique direct, le directeur des services des renseignements généraux, est un frère à vous? Non. D'accord. Autrement dit, il n'est pas Zagawa. Oui. Il est Zagawa ou pas? Non, il n'est pas à... D'accord. Vous êtes Zagawa comme l'est actuellement le président de la République du Tchad, M. Idriss Déby. Oui. D'accord. M. Idriss Déby est un frère à vous? C'est un Zagawa comme moi. Est-ce un frère à vous? Non. Parce que je vous entendais tantôt, à l'occasion de votre déposition, parler de vos frères. Je n'ai pas dit Déby. Oui, vous n'avez pas cité expressément le président Idriss En aucun Déby. cas, dans mon déclaration, en aucun cas, j'ai cité Déby. Oui, j'ai... Pourquoi? C'est à moi de poser la question. Pourquoi vous me posez la question? Parce qu'au moment où je n'ai pas déclaré dans ma déclaration, Déby est mon frère. D'accord. Donc vous êtes de la même ethnie que le président de la République actuelle? Oui. D'accord. Vous le considérez comme un frère à vous? Qu'attendez-vous par un frère? Est-ce que pour vous, tout Zagawa est un frère à vous? C'est un parent comme tout autre. Un On parent? peut dire parent. D'accord. Donc, au lieu On de est de frère, même vous ethnie, préférez dire c'est un parent à moi? Oui, c'est une ethnie, on est de même ethnie, on est parents de la même région. D'accord. Vous êtes... mais ce ne sont pas des liens de parenté de consanguins, je veux dire. C'est simplement le fait d'appartenir à la même ethnie fait de vous des parents. Oui, mais pas le D'accord. consanguin. D'accord. Est-ce que vous êtes parenté au président Déby? Je n'ai pas à répondre, monsieur. Pardon? Je n'ai pas à répondre encore 2 fois à la même question. Vous n'avez aucun lien de parenté avec lui? J'ai répondu déjà, je crois, à votre question, monsieur. D'accord. Est-ce que vous êtes parenté à la famille Fadoul? Oui. Vous pouvez nous préciser les liens de parenté avec la famille Fadoul? Moi, Suleiman Abdoulaye Tahir Onigué. Le monsieur Zakaria Fadoul qui est derrière vous, monsieur Zakaria Fadoul Kitir Onigué. On a arrière-grand-mère ou arrière-grand-père. D'accord. Vous êtes parenté, êtes-vous parenté à Hassan Sharafiddin Bahar? Oui, c'est mon cousin, par D'accord. sa mère. D'accord. Êtes-vous parenté à Assil Abdoulaye? C'est mon grand frère, même père, même mère. Même père, même mère? Oui. D'accord. Donc c'est votre frère Germain? Oui. D'accord. C'est bien ça? Oui, c'est mon grand frère, même père, même mère. Germain. C'est votre frère Germain. Maître, est-ce que sincèrement cela sied après la réponse qu'il a donnée de préciser que c'est un frère germain? D'accord. Entendu. Excusez-moi, Monsieur le Président, je vais passer à la... Êtes-vous parenté à Souleymane Gengen? Non. D'accord.
C'est un frère tchadien, comme le dit l'Africain. D'accord. Êtes-vous parenté à Sa Majesté, Ali Abdoulaye Sabre? C'est un parent Zakawa aussi. D'accord. Ambaye Komanjie? C'est un frère tchadien. Tchadien ou Zagawa? Vous avez dit qui? Ah, donc Gabin. avant. Alors, si vous n'entendez pas bien, Vous avez parlé de M. vous Gabin. pouvez me... Maïbé Oui, c'est Komanje. J'ai dit, c'est Gabin. un frère tchadien. D'accord. Il n'est pas Zagawa? Non. D'accord. Et Amit Hachim? Ahmed Hachim, c'est un parent Zakawa aussi. Medina Fadoul, Clément? Medina Fadoul, pardon. Marina Fadol, c'est ma cousine. D'accord. Et Zakaria Fadoul? C'est mon cousin. D'accord. Vous avez dit que vous avez été atteint du beriberi. C'est bien ça? Oui, à l'époque. D'accord. Et qu'à votre sortie de prison, la famille s'est cotisée, les proches se sont cotisés une certaine somme, et que vous avez été envoyé à Pékin, en Chine, pour être soigné. J'ai répondu déjà à cette question. Pourquoi le choix de Pékin? On C'est- soigne aussi bien le beriberi à Dakar, au Sénégal, en France, au Caire, Les à maladies, Khartoum. les maladies que je me fiais gonfler à l'époque, c'est la décision de Mme Hélène Jaffé. C'est elle qui vous a suggéré Française. d'aller à Pékin? C'est celle qui m'a orienté ma famille vers la médecine chinoise. D'accord. Et vous êtes allé à Pékin pour vous faire soigner, selon la médecine chinoise, du beriberi, c'est ça? C'est pas la beriberi, c'est dit la maladie que je me pieds gonflés le matin jusqu'à le soir, quand le froid d'abord je me sentais. D'accord. Vous êtes resté combien de temps à Pékin? Environ un mois. C'est au Cameroun que je suis resté presque 6 mois. Et ensuite, qu'est-ce qu'on vous a dit à Pékin? De là-bas, on m'a dit, comme même maladie, on peut soigner des spécialistes qui sont des Chinois qui sont au Cameroun, Oui. à Lagdo, dans l'extrême nord du Cameroun. Mhm. Et c'est comme ça que les médecins chefs m'ont orienté d'aller là-bas. D'accord. J'ai vu de froid, et j'ai souffert avec beaucoup de froid là-bas à l'époque en Chine. Et on m'a envoyé à Lagdo, au Cameroun. Je suis resté pendant 6 mois. Donc, est-ce à dire que vous ignoriez, vous, à l'époque, vous aviez quand même 16 ans et demi déjà, ça peut arriver, ou votre famille ignorait l'existence de la présence de ces médecins chinois dans le nord Cameroun, à la frontière tchado-camerounaise? Vous ignoriez l'existence de, je ne vais pas dire de cet hôpital, mais en tout cas de cette antenne médicale chinoise? Où est le rapport avec ma déclaration, monsieur? C'est que Ben, c'est moi, parce que c'est ce que vous avez on m'a déclaré. amené en Chine. Oui, Le médecin chinois m'a orienté. oui, Et il s'agit, en ce qui concerne la démarche, je vous ai dit que c'est Mme Hélène Jaffé qui a recommandé que je sois soigné par des médecins chinois après avoir passé plusieurs examens au Tchad. Et elle-même, elle est venue sur place, elle a soigné d'autres victimes comme moi. Et elle a fait presque 7 mois, aller-retour, plusieurs fois entre Paris et Yamena. donc vous C'est elle qui a ignoriez, souhaité. oui, vous ignoriez, vous et le docteur Jaffé, donc qu'il y avait des acupuncteurs chinois, des médecins chinois qui pratiquaient l'acupuncture au Cameroun, au Sénégal et dans bien d'autres pays africains, quoi. C'est ça. Et elle vous a suggéré d'aller en Chine. C'est elle qui vous a suggéré d'aller en Chine? Vous faire soigner? Elle a suggéré la médecine chinoise. Oui, le mode de thérapie, d'accord. Oui, et Oui. mes parents, mon grand frère Hassan Foudoul, avait, par ses relations, il a demandé la médecine chinoise avec l'ambassade de Chine. Oui, Et c'est comme ça qu'on m'a pris le visa avec le passeport. Je suis parti en Chine. oui. Et la décision de revenir au Cameroun, c'est le médecin chinois qui est à Pékin qui a décidé que je D'accord. reviens au Cameroun. D'accord. À défaut de pouvoir justifier vos impans médicaux, c'est-à-dire vos dépenses, que vous avez évaluées dans votre déposition à 26 millions de francs CFA, êtes-vous au moins en possession d'un quelconque document, votre passeport de l'époque, qui justifierait ou qui prouverait ce déplacement, pas qui justifierait, qui prouverait ce déplacement en Chine? Et d'abord, je n'ai pas dit que j'ai dépensé 26 millions ronds avec des factures précis. J'ai dit que mes parents ont cotisé 26 millions pour mes soins. Ils sont chargés à mon grand frère. Hein? Deuxièmement, je vous ai déjà répondu à cette question en disant ceci. Il a dit que à l'époque, je ne savais pas qu'un jour,
et j'aurai la possibilité, comme aujourd'hui, répondre à ces genres de questions en face à Hissène Habré. Si je savais, j'aurais gardé ce papier. En ce qui concerne le certificat médical, je ne l'ai pas demandé avec le chinois comme elle remet, mais madame, à l'époque, madame Hélène Jaffé nous a fourni, elle m'a fourni à l'époque déjà un certificat médical qu'aujourd'hui je ne suis pas détenteur. D'accord. Je voudrais Maître, revenir. Oui. je voudrais peut-être préciser à tout un chacun qu'en ce qui concerne précisément cette partie relativement à l'évaluation des dommages et intérêts, cela fera partie, je crois, d'une deuxième partie, après, éventuellement, lorsqu'on aura statué sur la responsabilité de M. Hissène Habré. Donc, je vous prie de ne pas trop insister sur ces aspects du dommage-intérêt. Peut-être, si vous estimez qu'il est nécessaire déjà effectivement de situer les mots des témoins, cela peut se concevoir, mais lorsque on insiste trop sur le préjudice, je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter plus tard. Pour l'instant, c'est uniquement sur les faits de culpabilité dont les témoins auraient été témoins qui pourraient intéresser la Chambre à ce stade. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Monsieur le Président, et je l'entendais bien comme ça. D'ailleurs, je n'entendais pas revenir. Je disais simplement qu'à défaut, pour lui, de justifier des impans médicaux qu'il a eus, est-il en possession d'un document qui prouverait qu'il s'est rendu en Chine, simplement? Son ancien passeport, un quelconque document de l'ambassade de Chine, un formulaire de visa ou simplement. Êtes-vous en mesure de produire le passeport de l'époque avec lequel vous aviez voyagé ou un sauf-conduit pour la Chine ou quelque chose comme ça, tout simplement? C'est tout. Maître, je crois que je vous ai répondu à cette question. Si j'ai dit que si je savais, un jour je serais là, j'aurais tout gardé. D'accord. Très bien. Autrement dit, vous n'avez plus ce document-là, vous l'aviez. D'accord. Je voudrais revenir à cette séquence. Dites-moi, j'ai cru comprendre dans votre déposition, Monsieur Souleymane, que vous aviez revu Monsieur Djibril El Djanto par la suite et que vous avez même travaillé avec lui? Oui. C'est bien ça, dans le même service? Oui. Il était quoi, lui, exactement? Quelle fonction il occupait? À l'époque, lui, il occupait le coordinateur du projet de carte d'identité nationale. Le coordinateur du projet carte d'identité nationale. D'accord, de confection des cartes d'identité nationale tchadiennes, c'est ça? J'ai dit bien, il est le coordinateur des projets, dont moi je suis le chef. Le chef du projet? Lui représente la partie société du projet, moi je représente l'État tchadien. Pardon, excusez-moi, vous représentiez l'État tchadien, c'est ça? Et lui? Lui représentait entre l'État, c'est-à-dire une sorte de médiateur entre l'État et l'entreprise qui est en charge de produire la carte d'identité. Moi, je suis en charge de contrôler qui doit avoir la carte d'identité et qui ne devrait pas avoir. D'accord. Et vous avez travaillé combien de temps comme ça ensemble? 4 ans. D'accord. Que ressentiez-vous quand vous travaillez avec cette personne qui, ma foi, tout le monde dénonce comme étant un des anciens tortionnaires de la DDS? Ce que moi j'ai ressenti, je l'ai vu d'abord, il souffrait de travailler avec moi. Lui souffrait de travailler avec vous? Oui, ça le gênait. D'accord. Parce que tout ce qu'il a fait, comme je vous ai précisé, qu'il me connaît bien avant, quand j'étais petit, il venait chez mon grand frère. Et il a l'habitude de me demander, amène-lui de l'eau, et parfois les cahiers pour écrire, il me demandait de l'amener. Et ça l'a gêné. Et notre collaboration pendant 4 ans, on n'a pas eu de problème. Et pour vous dire que je le comprenais, quand la première fois je lui ai posé la question, en fait, on est en train de manger, je lui ai posé la question, grand frère. Oui. Mais pourquoi vous me connaissez, vous êtes venu m'arrêter? Il m'a répondu tout simplement que tu sais, petit frère, honnêtement, je vais vous répondre à 2 mots. Ce qu'il m'a dit. Il dit, à l'époque, quand
On te donne un ordre venant d'Hissène Habré, vous n'exécutez pas, on vous arrête. Ou on vous torture jusqu'à la mort. Et d'ailleurs, il m'a dit qu'à la sortie de la prison, vous m'avez vu, j'étais en prison des côtes cassées. Et c'est vrai. D'autres prisonniers vont témoigner qu'à l'époque, à la fin de règne d'Hissène Habré, la nuit du 31, quand on sortait, lui, il était dans la prison. C'est d'autres personnes qui l'ont aidé pour sortir de là. D'accord. Et là, il m'a expliqué ça. Qui lui a cassé les côtes? Vous savez, il vous l'a dit? Il ne m'a pas dit. La personne qui lui a cassé, c'est ceux qui l'ont arrêté. D'accord. S'il s'agit de, à l'époque, faire du mal ou quoi que ce soit, j'ai eu la possibilité, mais ce que je n'ai jamais eu l'intention. Je suis devenu adulte dans la prison et j'ai appris connaître ce qui est humain et ce que je dois respecter les humains comme moi. Je suis devenu adulte en prison, j'ai compris les humains. Je n'ai aucunement eu l'intention de faire du mal. On a travaillé 4 ans ensemble. Au moment où je suis arrivé à la tête de ces services, il a voulu quitter. Et moi, j'ai eu l'information il est gêné, travailler avec moi. Je suis parti le voir à la maison chez lui. Il lui a dit, grand frère, c'est l'histoire et ça fait partie de nous tous quand on travaille. Et moi, je n'ai pas de problème avec vous. Et ce n'est pas le travail, ce n'est pas ce qui s'est passé là qui a l'autre. Mais tu sais, j'ai perdu beaucoup de frères, mais je peux travailler avec toi. Et j'attendrai le jour où la justice fera son travail. Mais je n'ai pas un truc particulier contre vous. D'accord. Ça, c'était en quelle année, monsieur Suleiman? En 2010. En 2010? Oui. Jusqu'à il est arrêté en prison en 2014. On était ensemble. Là, l'année dernière, il a été arrêté, c'est ça? Oui. Et mis en prison? Oui. Pourquoi? Vous savez, enfin, le motif de son arrestation en 2014? Vous voulez d'écouter de ma bouche ou vous voulez... Non, croyez-moi, monsieur Suleiman, je vous pose la question par souci, si vous préférez, de m'instruire, simplement. C'est pas... Il est arrêté comme Hissène Habré d'avoir torturé les gens et tué comme Hissène Habré. Il s'est arrêté à cause de ça. Là, en 2014, l'année dernière? On est en 2015, c'est ça qui me... Ce n'est pas moi qui ai en charge de juger l'autre, le tortionnaire en Djamana, je ne sais pas. Maître, je crois que vous êtes informé qu'il y a eu une décision rendue par le tribunal spécial criminel au niveau de N'Djamena qui a concerné un certain nombre de personnes, dont celui dont parle actuellement le témoin. Vous avez dû voir la décision. Je demandais simplement confirmation à monsieur... Peut-être fallait commencer par là pour dire que c'est une confirmation que vous demandez. Lorsque vous dites c'est pas souci de vous instruire, ça pose d'autres difficultés. Enfin. Très bien, monsieur le président, il n'y a pas de souci. Et puis quand il vous a raconté ça, qu'est-ce que vous avez ressenti? Vous lui avez pardonné au départ, vous n'avez rien à lui reprocher, en fait, puisque vous avez dit que ça ne vous dérangeait pas de travailler, vous, en ce qui vous concerne avec lui. C'était lui, plutôt, qui était gêné. Vous ne l'étiez pas du tout. Vous savez, lui, je l'ai rencontré avant que je vienne à cette poste, dans différents... quand il était le chef de cabinet du directeur général à l'époque, et tout mon parcours à la police, il était devant moi. Et comme je vous ai très bien dit bien avant qu'il était auparavant l'ami de mes grands frères, il venait à la maison. Oui. Et je les connais bien avant. Et ça ne m'a pas gêné. Ça me gêne, mais au fond, mais humainement, j'ai fait appel à mon conscience humaine pour ne pas faire faire du mal à lui. Sinon, peut-être quelqu'un d'autre fera, même moi, j'ai jugé inutile. Il m'est arrivé aux premières fois, quand chaque matin, par semaine, on se trouvait aux réunions, ça me faisait mal. Je me suis dit, en tant qu'humain, je vais faire avec. Mes frères sont morts par sa complicité de ce qu'il a fait. Mais la vie continue et je laisserai le jugement dernier à bon Dieu. Et si un jour il y aura le tribunal qui jugera Hissène Habré, et lui, c'est la bienvenue. C'est ce que j'ai pensé dans ma tête. D'accord. Donc à l'époque, si j'ai bien compris, M. Djibril El Djanto avait été réhabilité par le président Idriss Déby, actuel chef de l'État. Lui et certains autres, si vous les connaissez.
Là, je ne sais pas parce que ce n'est pas chargé de son dossier. D'accord. Je vais revenir à la séquence que vous aviez décrite lorsque vous étiez dans ce que vous avez appelé la prison de la présidence. Entre l'endroit où vous étiez détenu à la présidence et la terrasse où vous auriez aperçu le président Habré, il y a combien de distance à peu près? Je ne l'ai pas mesuré, mais environ moins de Non, à peu 100 près, mètres. hein, quand je dis c'est une idée, pour qu'on ait une idée simplement, à vol d'oiseau, hein, bien sûr. C'est-à-dire, si vous Vol préférez... l'oiseau, c'est trop loin, monsieur. C'est moins que ça. J'ai environ 150. Non, c'est une expression. À vol d'oiseau, c'est simplement pour dire en ligne directe, si vous préférez, c'est tout. C'est-à-dire, on ne calcule pas les détours d'un endroit à un autre, d'un endroit pour accéder à un autre endroit, à vol d'oiseau, comme ça. Non, je ne vous comprends pas. Parce que vous cherchez un peu la littérature. À un moment, je crois qu'un de vos vous collègues... revenir. Non, je dis, et vous cherchez la littérature pour revenir à la question. Mais je vous dis très clairement que je sais pas, je n'ai pas mesuré, mais environ moins de 150 mètres. Et je vous ai décrit que le bâtiment nous était, à la rentrée, le toit est fermé. En dedans, un peu derrière, dedans, Oui. il y a une partie ouverte. Et il y a une sorte un peu élevé, il y a le tuyau, l'eau, il y a tout ça. Oui, une espèce de courette, quoi, une petite cour, non? Non, c'est quelques centimètres plus haut. Pas seulement le haut de la de mur, mais juste là où il y a le tuyau, il y a d'eau, il y a là. Et ce monsieur Nyomura Djerbo qui m'avait demandé, c'est un oncle, il m'avait demandé de lui prendre, de le mettre l'eau parce qu'il est malade, il restait lavé. En mettant, je prenais un petit gobelet caoutchouc de plus grand que ça, coupé, je le mettais l'eau. Il me dit, mon fils, regarde en face. Il était vieux, ce monsieur? Hein? Il était vieux? Il est vieux, oui. Très vieux? Il est très vieux quand même. Très vieux, hein? Malade? Il est malade. Il est vieux, mais il est malade, pas parce qu'il est vieux qu'il est parti. Oui, non. Je veux dire, il est très vieux, il est malade. C'est bien ça. Je n'ai pas compté ses âges. D'accord. Et c'est lui qui a attiré votre attention sur la présence d'une personne sur une terrasse, c'est ça? Il m'a pas dit, regarde ici, Nabré. Il m'a dit, regarde en face de nous. En face? Oui. Oui. Et j'ai regardé en face, j'ai regardé quelqu'un au toit. Il me regardait, il dit, mais c'est ici, Nabré? Il dit, oui, justement, c'est ici. D'habitude, quand je venais le soir, il sortait là. Et je l'ai vu, mes propres yeux, il est en train de fumer la cigarette. D'accord. Et il y avait combien de distance à peu près? Je vous ai dit, je n'ai pas mesuré, mais environ 150, je ne sais pas combien. D'accord, 150 mètres. Donc on va dire 150 mètres. C'était à quel moment de la journée? C'était environ vers 15h, 16h, comme ça environ. D'accord. Il était vêtu à l'européenne ou non, à la traditionnelle? En boubou comme moi je l'ai porté. D'accord. Il avait le même turban? Non, il n'a pas de turban. Il n'avait pas de turban. Et vous l'avez reconnu à cette distance? Oui. Vous le voyez en train de fumer une cigarette à cette distance? Oui. À 150 mètres? Environ. D'accord. Je n'ai pas mesuré exactement. Connaissez-vous la marque de la cigarette qu'il fumait? Non, monsieur. Non? Je n'ai pas de jumelle pour regarder. Quelle opinion vous faites-vous des personnes qui fument? Comme je n'ai jamais fumé, je n'ai pas une opinion à donner. D'accord. Votre réponse me satisfait. Mais vous voyez quand même à 150 mètres qu'il est en train de fumer une cigarette? Oui. D'accord. Je dis toujours que ce n'est pas exact 150 mètres. Je n'ai pas le mesure. Alors combien? 50 mètres, 25 mètres, 10 mètres? Je ne le sais pas exactement. Non, vous ne savez pas exactement. Oui. D'accord. Mais vous pouvez confirmer que c'était lui. Ça, vous pouvez le confirmer. Oui. D'accord. Je vais terminer par une dernière question. Vous dites le 21 septembre, à la fin de votre déposition, à la cote 770, lorsque vous étiez entendu et que vous déposiez devant le juge tchadien,
vous dites le 21 septembre 1989 dans la nuit, ils ont fait enlever toutes les personnes dont les noms et prénoms sont Yacoub, tels que Yacoub Fadoul, Yacoub Ishaq, le Komzon de Wadidoum, Yacoub Isaac. Il était de quelle ethnie? Zarawa. D'accord. Fadoul l'était également, bien sûr, puisque vous l'avez dit. Oui. D'accord. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie Monsieur Souleyman. Je vous remercie, maître. Monsieur le Président, la défense n'a plus de questions. Donc. Vous venez de contre-interroger. Je m'en rapporte aux questions qui ont déjà été posées par mes confrères. Merci. Merci. Bien. C'est juste une précision que je voudrais vous demander. Vous avez évoqué des cas de torture. Pour le viol, vous ne pouvez pas le confirmer. Maintenant, lors de vos différents séjours dans les différentes prisons, est-ce que vous avez eu connaissance d'enlèvement de détenus suivis de disparition? Oui, je me rappelle la journée du 21 septembre, parce que je suis arrivé à la prison il y a seulement quelques jours. Je l'ai dit au début qu'il y a un vieux Alachi qui a l'habitude de cogner au sous-sol au-dessus pour l'heure de prière. Et je me rappelle cette date parce que il avait, c'était quelques jours après, quelques jours après, il y a eu le mort de M. Bachar Bong, un ancien directeur général, qui est parenté à ce M. Alachi là. Même jour du 21, il avait dit que non. Il y a une journée, j'ai perdu mon frère dans l'accident de l'ITA. Je ne me rappelle pas la date où l'avion tombait. Je sais que c'est cette date parce que le vieux la disait. Que quelques jours, j'ai perdu dans l'accident de l'ITA dans le désert. Et maintenant, mon cousin, qui s'en l'a gardé ici, et il est mort parce qu'il était torturé, amené au couloir de sous-sol. Et il est mort. Et le vieux, là, mécontent, il est parti. Il n'est plus revenu en tant que gardien. Et ces dates-là... Excusez-moi, la question que je vous pose, elle est précise. Oui. Lors de vos séjours dans les lieux de détention, est-ce qu'il est arrivé que des détenus soient enlevés de la prison et qu'on n'ait plus des nouvelles de ces personnes? Oui, comme je vous ai dit, le 21 septembre, où ils sont enlevés tous les noms, les personnes ont des noms, prénoms Yacoub, ou non Yacoub, ils étaient fait sortir par cellule. Ils viennent ouvrir Yacoub tel, prénom Yacoub, ils sont fait sortir, tous les Yacoub, ils sont jamais revenus. Et voilà, vous savez que Yacoub Foudoul et Yacoub, il y a 2 ou 3 Yacoub que j'ai cités, ils ne sont plus, on n'a jamais plus revu. Bien, voilà, merci bien, monsieur le témoin. Vous êtes donc au bout de la déposition que vous devez faire dans le cadre donc, de cette citation qui vous a été faite. La Chambre vous remercie pour être venu. Maintenant que vous avez fini, vous êtes libre de retourner au Tchad pour poursuivre vos activités professionnelles. Voilà, merci, vous pouvez vous retirer. Merci, monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie d'après 20 ans d'attente, 25 ans d'attente. C'est moi qui vous remercie. Ok, vous pouvez vous retirer. Merci. Bien. Oui. Qui c'est? Ok. Vous recevez en ce moment les documents sur le témoin qui a comparé hier, c'est-à-dire M. Clément Abaïfouta. Bien, donc nous allons observer la pause déjeuner et nous allons reprendre certainement avec un autre témoin à 14 heures. Merci.